pas, là, il y a... En ce moment, il y a un truc qui coince, là. Comme si j'étais... Je sais pas, comme s'il me manquait quelque chose. Ça fait quoi maintenant? Ça fait 2 ans que je suis là. 2 ans, et sur lesquels j'ai quand même réussi à faire 3 saisons. 3 saisons de vidéos, diverses et variées. Mais je sais pas pourquoi, là, je coince. Là, je viens de réfléchir, là. En ce moment, j'ai l'impression que quand je tourne, je suis... Je suis pas aussi joyeux que je devrais l'être, je suis pas aussi enjoué que je devrais l'être, je sais pas, il me manque un truc, je sais pas ce qui manque, mais il manque un truc. Je sais pas, il y a un truc, je suis pas complètement heureux de ce que je fais sur cette chaîne. Peut-être que le truc qui lui manque, en fait, c'est peut-être une identité. C'est ça. Une identité. Déjà, je voulais vous dire merci d'avoir répondu présent pour le 2e anniversaire de la chaîne. Parce que oui, d'accord, c'est la saison 3, mais ça fait 2 ans que la chaîne est active. Alors, aujourd'hui, je vous propose une petite veillée, mais pas franchement au coin du feu, au cours de laquelle nous allons nous livrer à une petite introspection, enfin surtout moi d'ailleurs, voilà, petite introspection sur un dossier que vous connaissez très bien de la chaîne, j'ai nommé le monde des morts vivants. Ah, c'est cool, hein, on est en plein printemps, mais j'ai choisi ce sujet, voilà, parce que je fais ce que je veux, voilà. Vous voyez, je fais ce que je veux, vous voyez. Donc, j'ai envie de revenir avec vous sur ce qui me lie très intimement avec cet univers pas franchement jovial. Alors, par où commencer? C'est vrai que c'est un peu compliqué. Eh bien, je dirais que ça a commencé quand j'avais 4-5 ans. C'est-à-dire un âge auquel on ne se fait pas beaucoup de souvenirs, en tout cas des souvenirs pas très précis, mais on commence à avoir des souvenirs. Et j'ai souvenir, en tout cas, quand j'avais, dans les 4-5 ans, que chez ma grand-mère, il y avait encore un lecteur cassette, et mes parents m'avaient assis devant l'étrange Noël de Monsieur Jack. C'était assez bizarre. En toute honnêteté, j'ai pas beaucoup de souvenirs de ce premier visionnage, à part que j'avais été assez bluffé par ce genre de dessin animé que je connaissais pas, parce que j'avais l'habitude de l'animation 2D classique, voilà. Puis là, je découvrais ça, ces espèces de bonshommes en pâte à modeler, voilà, des monstres, en plus qui me faisaient pas tant peur que ça, et je savais pas quoi en penser. C'est même pas que j'avais peur, c'est même pas que je m'ennuyais, c'est que je trouvais ça intriguant. Voilà, de ce qu'on a bien voulu me raconter, parce que je sais bien que mes parents, ils vont pas non plus se souvenir de ce que je faisais très exactement quand j'avais 4-5 ans. Et voilà, c'était cette première immersion dans l'univers Tim Burton. Mais pour se faire une idée plus précise, l'immersion dans le monde des morts vivants a commencé très exactement vers mes 6 ans, je crois, ouais, où je regardais sur la 3 une petite série d'animation que vous connaissez sans doute, qui est Petit Vampire. C'est la première fois que j'entendais parler de vampire, voilà, c'était la première fois que ce mot me frappait au visage et aujourd'hui, voilà, ça me colle au basque encore aujourd'hui, hein, mais je me rappelle très bien, quand j'avais 6 ans, j'allais voir ma mère en lui demandant « Mais qu'est-ce que c'est qu'un vampire ?» Et elle m'a répondu « Oh,
C'est un mort-vivant qui se nourrit en buvant du sang. Alors, ah maman, c'est quoi un mort-vivant? Du coup, que je lui demande, et ma mère me répond, oh mais t'es trop petit, hein, viens pas m'embêter, t'es trop petit. Bon. Voilà, donc cette question va rester sans réponse, et en évoluant dans l'enfance, je me suis mis à m'intéresser à des licences comme Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, voilà, donc une autre ambiance que Tim Burton ou Petit Vampire, hein. Je continue à regarder d'ailleurs du Tim Burton, mais je sais pas, peut-être parce qu'on trouvait que j'étais trop petit pour l'époque, on me faisait regarder les films les plus aseptisés de son univers, hein, ne serait-ce que Charlie et la chocolaterie ou son Alice au Pays des Merveilles que j'étais allé voir au cinéma. Bon. La question que je posais à ma mère, qu'est-ce que c'est qu'un mort-vivant, est restée sans réponse jusqu'à mes années collège. Année où je découvre la franchise Pirates des Caraïbes. Et franchement, ça restera toujours une des meilleures expériences que j'ai eues, même si j'ai pas vu les films au cinéma, de découvrir Barbossa, Davy Jones, cette équipe, les équipages maudits, où je voyais se concrétiser devant mes yeux ce qu'était un mort-vivant, avec les notions de châtiment divin, de damnation éternelle, d'immortalité invivable, etc., etc. Mais c'est là que je comprends, aussi en même temps, parce que je suis très curieux, que ce que je vois à ce moment-là dans les films Pirates des Caraïbes n'est, concernant en tout cas tout l'univers du macabre, des morts vivants et tout ce qui va avec, je comprends que ce n'est que la face visible de l'iceberg. Au collège, je me remets également à regarder des films de vampires, hein, alors, films de vampires, hein, pas au sens le plus classique du terme, hein, c'est vraiment des grosses comédies, des grosses pantouflades, façon Hôtel Transylvanie, Dark Shadows, voilà, donc vraiment du très aseptisé. Mais c'est à ce moment-là que je comprends que quand on dit mort-vivant, vampires, zombies et autres créatures surnaturelles, on ne doit pas forcément penser qu'au mal absolu. Vous voyez, c'est à ce moment-là que je commence à comprendre quelque chose sur l'univers du macabre. Mais, comment dire, cette immersion va vraiment... je vais pleinement m'immerger dans cet univers pendant l'été 2015. Par un événement qui fera date, puisque le 7 juin 2015, bon d'accord, c'est le printemps, début juin, c'est pas l'été, merde. Le 7 juin 2015, j'apprends le décès du désormais regretté Sir Christopher Lee. Et donc, juin, juillet, août ne sont qu'une gigantesque période où on rediffuse ces films, les plus récents comme les plus anciens, et c'est à ce moment-là que je découvre les grands succès de la Hammer. C'est Dracula, les Frankenstein, et même les Sherlock Holmes. Mais, comme je vous l'ai dit, je suis curieux de nature. Et quand j'ai l'impression qu'on exploite un personnage de façon très incomplète, ça peut m'obséder. Enfin, m'obséder, un bien grand mot. Mais ça peut me pousser à faire beaucoup de recherches jusqu'à ce que j'obtienne une réponse satisfaisante à ma question. Puisque, après avoir passé pratiquement tout un été à regarder du film de la Hammer, j'étais toujours persuadé que Dracula ou le monstre de Frankenstein n'était pas n'était pas simplement un gigantesque monstre sadique buveur de sang ou un être humain remembré effrayé par le feu. Ah, les années lycée. Je sais pas pourquoi, j'en ai pas un très bon souvenir. Bon, au moins, ces 3 années m'auront permis de m'initier à 2 grandes lectures qui sont selon moi fondatrices de la culture gothique telle que nous la connaissons aujourd'hui. J'ai nommé, bien évidemment, Dracula et Frankenstein. 2 romans dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, et pas en long, en large et en travers, je vous vois déjà venir, les 2 guignols du fond. J'en ai déjà parlé, voilà, vite fait un peu comme ça sur la chaîne, mais
j'ai envie de pousser un peu l'analyse. J'ai envie, voilà, vraiment d'avoir un travail beaucoup plus complexe que ça. Et j'ai décidé de commencer par Frankenstein. Petit background du roman. Il faut savoir que Mary Shelley écrit dans une Angleterre qui commence seulement à entrer dans l'ère victorienne et qui va être marquée par plusieurs grandes innovations, notamment scientifiques. Et Frankenstein a été écrit donc comme une satire, quelque part, sur ces scientifiques qui ont parfois un petit peu tendance à se prendre pour Dieu. Bon, je rappelle vite fait le synopsis. Victor Frankenstein trouve un cadavre dans le pôle Nord et se donne pour défi de défier la mort en lui redonnant vie. Et de créer une sorte de nouvel homme né de la mort. Et d'ailleurs, dans sa mégalomanie, il va appeler sa créature Adam. Le problème, c'est que la créature va se retourner contre lui et que créature et créateur vont se livrer à un duel à mort. Pour moi, au-delà de la satire sur les dérives de la science, Frankenstein est avant tout un roman sur la condition humaine, et plus précisément une réflexion sur l'homme et son rapport à la fois à la vie et à la mort. Le tout à travers en plus le regard du monstre. Il est vrai que les premiers jours d'Adam sur Terre sont pas les plus heureux. À peine ouvrait-il les yeux que son créateur s'enfuit, apeuré devant tant de laideur et de monstruosité. En plus d'être la synthèse entre le golem et la chimère, Adam est doué de raison et d'émotion. Comme je l'ai dit, une fois il ressent très intensément l'ensemble du panel d'émotions que peut ressentir un homme de la naissance jusqu'au trépas. Par homme, j'entends être humain. Et donc, voyant qu'il est abandonné, Adam va se chercher un foyer, une famille. Le problème, c'est que devant tant de laideur, les gens vont l'ignorer, le fuir, le chasser. Il est vrai que dans l'Angleterre du 19e siècle, et dans la bonne société du 19e siècle, la haute société de cette époque-là, la difformité et la laideur ne devaient être que des outils de distraction. Il ne fallait absolument pas l'accueillir dans sa maison. Malheureusement, à force d'accumuler rejet sur rejet, le monstre va craquer et se mettre à entasser les cadavres. D'où la rhétorique de la chimère, puisque c'est un cadavre ressuscité avec des organes trouvés par-ci par-là, des muscles trouvés par-ci par-là, mais qui, comme il vit dans un monde qui ne lui est pas adapté, ne peut vivre qu'en semant la mort partout. Le roman va ensuite faire évoluer Adam vers une forme d'adolescence, où il va découvrir ce que c'est que de tomber amoureux et de désirer une personne physiquement. Il va donc demander à son créateur de réparer l'erreur qu'il a faite en le faisant naître seul au monde, et va lui demander une fiancée. Le problème, c'est que Frankenstein, refusant de faire face aux conséquences de ses actes, refusant de donner quoi que ce soit à cette espèce d'enfant non désiré, ne va pas lui donner cette fiancée. Va donc s'ensuivre une lutte à mort, où le monstre va entrer très péniblement dans une sorte d'âge adulte, où il va se venger en faisant quelque part table rase de tout ce que son créateur connaît ou a engendré. Il finira dans sa lutte à mort par emmener son père et créateur au pôle Nord, là où tout a commencé. Le monstre de Frankenstein va alors faire la leçon à son créateur. Lui qui se croyait si malin à vouloir défier la mort, et bien maintenant, c'est la mort qui vient le chercher. Ce qui est à la fois beau et triste
dans ce roman, c'est que, à la fin, le monstre de Frankenstein a beau haïr ce créateur pour ce qu'il lui a fait, il devient son dernier confident. Et après avoir confessé ce qui est clairement une dépression, il tue son créateur et met fin à ses jours. Comme je l'avais dit, Frankenstein avait été écrit dans une période de méfiance vis-à-vis de la science. Et aujourd'hui, il y a une double réflexion. La première de ces réflexions, c'est que nous nous devons d'accepter la mort lorsqu'elle a frappé quelque part. On ne doit pas jouer au petit malin à essayer de ressusciter un être cher qui serait parti, ou à essayer de ressusciter quelqu'un juste pour voir si ça marche. Donc quelque part, c'est un roman sur l'acceptation du deuil. Autre morale que peut porter Frankenstein, c'est une morale un petit peu plus intime, un peu plus familiale quelque part. C'est l'idée que on ne fait pas des enfants à la légère. Et enfin, le troisième message est peut-être un petit peu plus universel. Il faut se méfier du traitement qu'on fait vivre aux gens. Il faut se méfier de cette manie qu'on peut parfois avoir à marginaliser quelqu'un dont le seul crime est tout simplement d'être né. Bon, pour finir cette petite veillée avec vous, je vous propose de revenir un peu plus en profondeur sur une histoire que vous connaissez déjà, puisque j'en ai déjà pas mal parlé sur la chaîne. Je parle bien évidemment de Dracula. Par où commencer, c'est un peu compliqué. C'est un roman qui a l'immense mérite de me réconcilier avec le genre de l'épistolaire. Parce qu'il est vrai que jusque-là, c'était un peu un style littéraire que je boudais, hein. Je m'étais un peu ennuyé devant les lettres de Madame de Sévigné, et je n'avais pas trop apprécié les lettres persanes de Montesquieu. Mais par contre, Dracula, c'était complètement autre chose. Et pourquoi ce roman épistolaire-là m'a permis justement de mieux apprécier ce genre littéraire, alors que jusque-là, je pouvais pas? Eh bien parce que Bram Stoker a eu une idée de génie. Le personnage de Dracula est bien au centre de l'intrigue, mais c'est pas celui qu'on voit le plus. Les personnages n'en connaissent que des petits fragments, et le découvrent chapitre après chapitre, et au moment de l'affrontement final, ils ne le comprennent toujours pas dans sa totalité. Le seul personnage qui le connaît complètement est Abraham Van Helsing, qui est le self-insert de Bram Stoker. Par contre, les autres personnages sont un peu comme le lecteur, ils découvrent Dracula fragment par fragment. De plus, le nom du personnage suffit à comprendre sa mentalité et ses motivations. Dracula, Dracul, Draculea en transylvanien, signifie le dragon, le fils du dragon. Et le dragon, comme vous le savez, est cette espèce de dinosaure qui crache du feu, là, qui est un grand obsédé par les métaux précieux et les joyaux. Eh bien, Dracula, c'est un peu pareil, sauf que lui, c'est l'objet de ses désirs, de ses convoitises, c'est plutôt les femmes. Parce qu'en effet, on voit au fur et à mesure du roman que ce qui l'intéresse le plus, ce sont ses maîtresses, ces succubes vampiriques qu'il collectionne parce qu'il trouve pas la bonne. Voilà. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut revenir vite fait sur la checklist du vampire, on va dire, hein, cette créature un peu mystérieuse, qui est à la fois un séduisant et froid baron, qui hypnotise de jeunes filles pour les emmener et les mordre dans un coin. Il peut aussi prendre l'apparence d'une horde de rats, d'une chauve-souris qui se tapit dans l'ombre, d'un grand loup anthropomorphe et anthropophage. Il peut aussi prendre l'apparence d'une exhalaison pestilentielle,
d'une vapeur puante. Dracula, de prime abord, semble être... comment expliquer ça? Semble être un monstre froid, cruel, sadique, qui semble prendre du plaisir à tourmenter et corrompre de jeunes proies innocentes au moyen de sa vie éternelle et de son pouvoir quasi absolu. Et il est vrai que, quand on sait le contexte dans lequel a été écrit Dracula, on peut comprendre quel était le message que voulait faire passer Bram Stoker. Dracula représente toutes les tentations de son époque. Et le roman est lui-même très moralisateur, puisqu'écrit dans une époque où les mœurs anglaises étaient beaucoup plus strictes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Comment vous expliquer ça? Les personnages qui se font les plus méchamment massacrés, que ce soit par Dracula ou par ses concubines, sont les personnages les plus libéraux et les plus libertins. Et à l'inverse, les personnages les plus conservateurs, les plus dévoués aux mœurs britanniques de l'époque, sont ceux qui connaissent le happy end entre guillemets. Il faut savoir qu'au XIXe siècle, on attendait d'un homme qu'il travaille pour s'enrichir et enrichir son foyer, et on attendait d'une femme qu'elle se prépare à rencontrer son futur mari. Et une fois le futur mari rencontré, il était interdit de convoler en juste noces, tant que le mariage n'était pas célébré. Les personnages qui se font donc très sauvagement massacrer sont Mina Murray d'un côté, qui est une femme libertine, qui court les bons hommes comme Dracula court la soubrette, et d'un autre côté, Quincy P. Morris, qui incarne juste les valeurs américaines très libérales et qui ne plaisait pas à cette Angleterre victorienne, conservatrice et un poil réactionnaire. Bon, le problème c'est que Dracula date d'il y a 126 ans, puisqu'il a été publié le 24 mai 1897, et en 126 ans, il s'en est passé des choses. Les mœurs ont un peu évolué, et quelque part, les tentations que représente Dracula, elles aussi évoluent. On pourrait presque dire que si un vampire n'existe pas, la part d'ombre et de tentation qu'ils peuvent porter dans les divers récits et légendes connus, cette part d'ombre-là, elle peut évoluer. Elle est quelque part immortelle, intergénérationnelle et change même de visage. Qui plus est, Dracula a été adapté plusieurs fois au cinéma. Et outre le Nosferatu de Murnau, qui présente juste la créature comme un propagateur de maladies, Dracula a été une caricature du capitalisme, une allégorie du capitalisme, une allégorie de la possessivité et de la toxicité de certains maris, et il a été également une allégorie de la dépression. Quelque part, c'est à travers l'immortalité de Dracula qu'on peut dégager les thèmes que Bram Stoker a, un peu malgré lui, transmis aux générations futures. Ce qui rejoint quelque part la théorie de Roland Barthes sur la mort de l'auteur. Si on regarde notre monde aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? On a tous en nous une petite parcelle de Dracula, une petite parcelle d'ombre et de tentation. L'envie de braver certains interdits moraux pour se sentir un peu plus vivant, alors qu'en fait, ça peut nous tuer intérieurement, ça peut tuer l'être de bonté que l'on peut être. On connaît tous quelqu'un autour de nous, ou même en nous, ou même quelque chose en nous, qui veut que nous refusions les épreuves que nous fait vivre la vie. On a tous autour de nous quelqu'un qui peut refuser le deuil, quelqu'un qui peut cultiver une rancune contre quelqu'un qui lui a fait vivre des misères, ou que sais-je encore. Quelque part, être incapable de surmonter cette part d'ombre, cette part de tentation qu'il peut y avoir en nous, et je ne parle pas au sens biblique du terme, même si Dracula a été écrit avec des intentions très bibliques. Je ne parle pas au sens biblique du terme, mais si on a quelque part cette incapacité à résister à certaines tentations,
On peut se sentir vivant, mais on communie en réalité un petit peu plus avec la mort. Et dans le cas de Dracula, c'est assez évident. Son immortalité l'a rendu dépressif. Il cherche le moyen de retrouver le bonheur, de se sentir vivant alors qu'il est lui-même né de la mort. Donc il va commettre moultes atrocités que vous connaissez, il vous suffit de regarder quelques films et vous voyez de quoi il est capable. Mais ces atrocités qu'il commet, et qui peuvent parfois l'enivrer, lui donnent l'impression de se sentir vivant quelques instants, mais tout de suite après, il redevient soit beaucoup plus bestial, soit beaucoup plus triste, et en réalité, il meurt intérieurement toujours un peu plus, il communie toujours un peu plus avec la mort. Et c'est quelque part la grande leçon, la leçon universelle que nous a transmis malgré lui Bram Stoker. Cette leçon, elle peut se décliner ainsi. D'une part, je pense que chacun d'entre nous doit faire attention à comment il traite son entourage et comment il se traite lui. D'une part, il faut faire attention à comment on peut refuser de tout simplement vivre malgré les épreuves qu'on nous met sur le chemin. Autrement dit, il faut toujours trouver le moyen de se surmonter pour devenir quelqu'un de meilleur. Parce qu'en devenant la dernière des raclures, juste parce qu'on se sent pas bien, en réalité, on meurt déjà intérieurement. Et la seule chose qu'il faut dire à la mort, c'est pas aujourd'hui. Eh bien, merci à tous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous cache pas que j'avais un peu besoin de la faire. Et je suis au regret de vous annoncer que c'est la fin de la saison. Prenez soin de vous et on se retrouve pour la saison 4. Je vous donnerai bientôt des nouvelles. C'était le professeur Gabi. Salutations.